L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. À la sécurité nationale, par exemple, à l'intégrité territoriale, à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Il existe donc des limites et des exceptions relevant de divers ordres et natures. Ce sont les exceptions qu'on appelle les exceptions spécifiques statutaires qui touchent au statut, le droit de réserve, etc. Les exceptions relatives à la nature des informations concernées, le secret défense, le secret médical, les exceptions générales, comme le secret professionnel, le secret des affaires et le secret défense, les limites personnelles imposées par soi-même. Ça peut être l'autorégulation ou quelquefois par la ligne éditoriale. Ce qui reste constant, ce sont quelques fondements, repères et référentiels. Le droit international n'accorde pas aux États la latitude de décider de quelle manière ils peuvent restreindre la liberté d'expression, car cela équivaudrait à priver de son sens la protection internationale dont ce droit fait l'objet. En effet, si chaque gouvernement pouvait imposer à sa convenance n'importe quelle limitation à la liberté d'expression, ce droit se trouverait totalement vidé de sa substance. Au contraire, le droit international prévoit un contrôle strict auquel toute restriction de la liberté d'expression doit être soumise, un contrôle qui est décrit à l'article 19.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La restriction doit être fixée par la loi. L'objectif de la dite restriction doit correspondre à l'un des motifs bien précis et cité au paragraphe A ou B du 19.3. La restriction doit être nécessaire à la protection de ce motif. Le principe 12 des principes de Johannesburg de 1995 constitue une autre ligne directrice. Un État ne peut pas systématiquement refuser l'accès à toute information concernant la sécurité nationale, mais doit préciser dans la loi les catégories précises et étroites d'informations qu'il est nécessaire de ne pas divulguer pour protéger un intérêt légitime de sécurité nationale. En outre, en vertu du principe 15, nul ne peut être condamné pour des raisons de sécurité nationale pour la divulgation d'informations si 1. La divulgation ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte à un intérêt de sécurité nationale, ou deuxièmement, si l'intérêt public de connaître cette information est plus important que les dommages liés à sa divulgation. Dans un tel contexte, les démêlés récentes et fréquentes d'organes et de journalistes ou collaborateurs des médias avec l'État et la justice auraient pu et peuvent être évités en usant de leviers sur lesquels je reviendrai. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, l'emprisonnement de journalistes est encore et toujours mal perçu par une partie de l'opinion nationale et internationale. Quel que soit le crédit que l'on accorde ou pas à Reporters sans frontières, les publications de l'organisation sont consultées, analysées et prises en compte à divers niveaux et structures, y compris par les investisseurs. Pour séjourner dans des pays comme le Cameroun, comme le Gabon, comme le Kenya, comme la Côte d'Ivoire et d'autres, je pense que je sais de quoi je parle. C'est l'un des baromètres de la démocratie et c'est surtout aussi une question de perception. Les suspensions d'organes, les procès, condamnations, arrestations de journalistes sont perçues comme autant de restrictions à la liberté d'expression, quels qu'en soient les motifs. Au-delà de la perception et au nom des valeurs sociales, de nos croyances, de notre foi en partage, je voudrais demander avec déférence et humilité au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, d'user de sa magnanimité et de tout ce qui est en son pouvoir en tant que clé de voûte des institutions pour trouver une issue bienveillante à la situation que vivent les professionnels et collaborateurs des médias en détention ou sous condamnation judiciaire. Mais comment, une fois qu'on demande cela, comment anticiper et éviter ces situations? Comment mieux organiser notre espace médiatique? Il est important de veiller à établir des règles principielles et impersonnelles au nom de la démocratie, de la transparence, de la bonne gouvernance, du droit et du devoir d'informer. Des principes généraux doivent être renforcés. La réaffirmation comme principe constitutionnel de la liberté absolue de création d'un organe de presse, les principes de diversité culturelle et linguistique, de liberté de conscience et de respect des convictions religieuses, de non-discrimination et du respect en général des droits de la personne humaine, la pleine considération de la carte de presse. Mais 41 ans dans la profession, dont 31 ans de direction générale, au niveau national, public et privé, ne m'ont pas soustrait à cette formalité
d'obtention de la carte de presse, comme j'ai été soumis sous d'autres cieux et que j'exhibe avec fierté. Une autorité indépendante de régulation, adaptée aux exigences du présent et du futur, habilitée à délivrer au nom de l'État les autorisations d'exploitation aux opérateurs du secteur privé après avis technique de l'agence chargé de la régulation des télécommunications. Quelle composition, quel meilleur fonctionnement, quelles prérogatives, quels moyens en plus pour cette autorité? Divers scénarios sont possibles et seront examinés et proposés. L'apparition de nouveaux circuits de création, de production, de distribution et de diffusion, l'informatisation, la diversification des métiers, la convergence des technologies dans un paysage global de plus en plus ouvert et adossé à des technologies de plus en plus souples, accessibles et évolutives, changent fondamentalement la donne. La pratique des métiers change. La manière de faire n'est plus la même, avec des structures intégrées, quelquefois offshore, dotées de moyens cumulant à travers des départements spécialisés, l'audiovisuel, les télécommunications et l'informatique. Un renforcement des pouvoirs de coercition du CORED et des mécanismes d'anticipation, de saisine et de règlement des différends, comme structure de première instance, le tribunal des pairs, renforcé dans ses moyens, accompagné par des experts dans divers domaines et profils, peut aider à anticiper, à prévenir, à corriger, à orienter, à apaiser et professionnaliser davantage en veillant scrupuleusement aux règles éthiques et déontologiques. Je voudrais formuler quelques propositions en direction des différentes parties prenantes. En direction de l'État et des pouvoirs publics, aujourd'hui, la libéralisation doit répondre à des impératifs de développement, à des défis et demandes multiples d'ordre social, démocratique, éthique, déontologique, économique, conformément à l'esprit de toute constitution qui consacre la liberté publique de la personne humaine, mais comme le fait le Sénégal, les droits économiques et sociaux et les droits collectifs. Tout pouvoir public, soucieux de veiller à l'effectivité de ces droits et conscient des multiples enjeux, du dynamisme et des effets structurants de la communication, doit marquer ainsi sa volonté de créer un cadre nouveau, propice à la coexistence et au développement harmonieux du secteur public et du secteur privé, avec des règles claires applicables à tous les opérateurs. Ces règles, qui marquent le souci d'une rationalisation du paysage médiatique national, se fondent sur des principes institutionnels et des objectifs fondamentaux, que sont la liberté comme principe directeur, l'accomplissement des formalités d'autorisation, de déclaration des activités visées par la loi, l'institution donc de cette autorité indépendante de régulation à compétences élargies, l'élargissement des attributions du pouvoir de la structure d'autorégulation, la mise en place d'un cadre juridique efficace, transparent, garantissant la liberté de la communication et favorisant une concurrence loyale entre les divers opérateurs au bénéfice du public, la prévention des concentrations et abus de position dominante, l'égalité de traitement des opérateurs et des usagers et la non-discrimination, l'application de sanctions pour tout manquement aux dispositions légales et réglementaires, la nécessité d'une prise en charge accrue des problèmes culturels et des cibles fragiles et sensibles, l'enfance, les handicapés, les personnes âgées, la ferme volonté de stimuler l'émergence d'une production audiovisuelle nationale suffisante et de qualité, pouvant contribuer à l'essor des industries culturelles, l'émergence et le développement d'informations, de programmes de services, contribuant à l'éducation, à l'épanouissement culturel, scientifique, moral, social, économique du public, la fourniture d'un service et d'une offre médiatique de qualité à tout le public sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les langues principales, la création d'emplois et de nouveaux métiers directement ou indirectement liés au secteur, un statut valorisant pour toutes les catégories de personnel, tenant en compte les exigences et contraintes d'un secteur H24, 365 ou 366 jours l'an, comme dirait Beaumarchais. Je pense en particulier à tous ces jeunes qui ont la passion des médias, Madame Anne l'a dit, qui ont choisi ce métier, ô combien exaltant, mais avec ses risques. Je pense à la multitude d'opportunités qu'offre le secteur dans toutes ses ramifications, dans tous ses démembrements, et qui peut absorber beaucoup de demandeurs d'emploi avec l'assistance de l'État sous la forme de contrats plans et divers autres mécanismes. En direction des opérateurs, nous, opérateurs des médias, devons respecter le principe de l'égalité de traitement du public, de pluralisme et de non-discrimination. Nous devons publier les tarifs relatifs à la publicité et veiller à leur application sincère et effective, élaborer et faire appliquer les règles déontologiques internes, inspirer des us et des professions tant journalistiques qu'artistiques et autres liées à l'activité principale de l'entreprise, des principes et lois régissant les organes de communication et les professions de journalistes, techniciens assimilés, ainsi que toute charte élaborée par les structures professionnelles chargées de l'éthique et de la déontologie. Nous devons veiller à la vérification de l'information,
à son honnêteté, au respect des droits de la personne, en particulier de la vie privée, de l'honneur et des intérêts des cibles dites sensibles. À défaut de nommer un médiateur, la structure d'autorégulation pourrait être dotée de moyens nécessaires et servir d'interface entre les diverses structures et le public. La réflexion devra également porter sur les dispositions anti-concentration, de manière à limiter la concentration des pouvoirs économiques sur une même catégorie de services ou sur l'ensemble du système médiatique. Quelques règles ne devraient-elles pas être applicables? Le nombre d'autorisations, de licences par type d'exploitation pour tout opérateur, personne physique ou morale. La prise de participation financière pour une même personne physique ou morale de plus de 50% dans plus de 2 sociétés ou entreprises titulaires d'autorisations différentes. La détention par des étrangers de plus de 50% des actions d'une société ou d'une entreprise titulaire d'une licence. S'agissant du financement, le service public doit être financé principalement sur les fonds publics et sur une redevance audiovisuelle avec diverses formules possibles, cumulatives du reste. Le niveau de financement public doit couvrir les charges relatives au mandat des entités du secteur public. Une telle disposition permettrait de déterminer des quotas de financement public et de recettes publicitaires classiques et revenus divers. Un juste équilibre doit être trouvé entre le droit du secteur public à ouvrir ses espaces, à générer des revenus publicitaires et l'objectif de renforcement des moyens du secteur privé qui accomplit également des missions de service public. La période du Covid le démontre aisément. Concernant les dispositions relatives à l'information, l'opérateur audiovisuel titulaire d'une licence doit assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information. Les émissions d'information sous toutes leurs formes, journaux, reportages, magazines, talk-shows, doivent respecter les principes d'expression pluraliste et d'équilibre entre les différents courants d'opinion et diverses familles et croyances de pensée. Également, il y a ce phénomène un peu des chroniqueurs, etc. Et un ami France-journaliste me l'appelle, ce sont les tautologues, les gens qui savent tout sur tout, etc. Ça également, c'est à revoir. Dans le contexte actuel de plus de 300 partis, il est a priori difficile de trouver la formule magique permettant une présence plurielle et rotative des partis politiques. Mais des approches thématiques peuvent être formulées de manière régulière, expérimentées, notamment au niveau du service public, et les rencontres et événements statutaires majeurs doivent bénéficier de couverture. Les opérateurs audiovisuels publics et privés assurant une diffusion publique et non cryptée de leurs programmes doivent s'abstenir de diffuser des émissions dont le contenu et la nature portent atteinte aux us, coutumes, traditions, bonnes mœurs, notamment à la pudeur des enfants, adolescents et personnes âgées, ainsi que les émissions qui incitent à la violence et à la discrimination sont à proscrire. Les opérateurs du service public sont tenus d'assurer un service minimum de l'information les jours de grève, au nom du principe de la continuité du service. Les opérateurs audiovisuels publics et privés doivent satisfaire les obligations prévues au cahier des charges en matière d'information générale. L'obligation d'informer le public s'exerce dans le respect des droits des personnes privées, notamment le respect de la vie privée et le droit à l'image. Les médias ont le droit d'égal accès à l'information, indépendamment de leur support et leur nature juridique, au nom de la liberté d'information et de rendre compte des manifestations publiques autres que sportives, nécessitant l'acquisition des droits. D'ailleurs, cette question des événements sportifs mérite également discussion afin d'éviter les conflits éventuels, de trouver un modus operandi pour les événements majeurs fort prisés par le public. La liberté de l'information est également soumise à des restrictions en matière de secret de l'instruction, en matière pénale, de sécurité, de défense nationale, de prévention du crime, de protection de la santé ou de la morale. Pour le financement de la production, les divers fonds d'aide doivent évoluer à la hauteur de nos ambitions et stratégies médiatiques. Ils doivent être financés par l'État, certes, mais aussi par des contributions, dons, legs volontaires des personnes physiques et morales, publiques et privées, déductibles des impôts pour un pourcentage à fixer selon les règles requises. Et là, nous n'inventons rien, ce sont des pratiques qui existent. À hauteur, si imaginez, à hauteur de 1% du budget national, il couvrirait tant le financement des structures publiques que les activités et projets énumérés, changeant progressivement et fondamentalement la donne médiatique. Il pourrait même englober ce que j'appelle le projet de politique audiovisuelle extérieure qui sera proposé en détail lors des sessions ultérieures. Une telle décision permettrait de faire renaître des titres qui n'auraient jamais dû disparaître, à d'autres de qualité incontestable de se positionner au niveau panafricain et international. Je pense à Nouvel Horizon, au Cafard libéré, aux publications sportives dont le Sénégal est un champion, Monsieur le Président Kane, et même ailleurs, au nombre de titres quotidiens. C'est un record. À des magazines spécialisés comme Réussir, etc., etc. Mais aussi à l'initiateur de la revue des titres au quotidien. Que tous reprennent. J'ai cité Mamadouli, qui dès l'aube nous alimente tous. Ce faisant, les dividendes sont multiples. La capacité de dépasser un certain amateurisme pour aller vers une véritable stratégie de performance économique dans une logique et une stratégie d'émergence des industries culturelles.
l'entrée dans la modernité par la maîtrise et l'exploitation des technologies émergentes et une claire perception du phénomène de la convergence et de son train d'opportunités. La formation professionnelle et le renforcement des capacités dans un secteur à fort potentiel de création d'emplois. La mise en place de réseaux de coopération à différentes échelles, locales, nationales, sous-régionales et internationales. Mesdames, Messieurs, quid de l'incontournable question des réseaux sociaux? La notion de réseau social, social network, a fait sa première apparition dans un article de l'anthropologue britannique John Baines en 1954, avant de se répandre largement dans les sciences sociales en tant qu'un ensemble de relations entre des entités sociales, des individus, des groupes, grâce à des équipements interconnectés qui servent à acheminer un flux d'informations autour des mêmes centres d'intérêt. Ces médias alternatifs, il faut le dire, sont ancrés, incrustés dans le paysage médiatique à la faveur de la culture numérique d'une population africaine dont 77% ont 35 ans et moins. Même les médias classiques s'y adaptent et y développent des contenus et nouveaux formats médiatiques. L'écran est devenu portatif, mobile, smart, intelligent. Dominique Volton, qui est très connu dans la communication, et lui le pigeon, le présageait à la fin des années 70 dans un texte pratiquement prémonitoire déplorant les insuffisances prospectives des entreprises de presse en France. C'est le règne de l'information en ligne, citoyenne, participative, caractéristique d'un nouvel écosystème qui amuse, qui dérange, avec ses activistes, ses dissidents, son caractère personnalisé, participatif et partagé. Il faut prendre fait et conscience qu'aujourd'hui, il est possible d'utiliser et de créer l'information partout et tout le temps, avec des appareils mobiles et puissants permettant le breaking news, l'immédiateté de traitement des informations par des journalistes entre guillemets nomades, que sont potentiellement tous les détenteurs de smartphones. WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, que sais-je encore, sont devenus le point de convergence de publics avides d'actualité, d'informations, de rumeurs, de sensationnels, de buzz, avec son lot de fake news. Ibrahima Sané, au sens anglais du terme, c'est truqué plutôt que false, faux. Comme pour les maladies silencieuses, il faut apprendre à vivre avec. La censure, les interdictions, qui du reste sont contournables, n'y feront pas grand-chose. Je voudrais à ce stade envisager quelques pistes de positionnement du Sénégal dans quelques domaines clés où concentrer nos réflexions et énergies. À l'instar d'autres pays du continent, le Sénégal gagnerait à se positionner sur le terrain des mesures et analyses d'audience, pas seulement au Sénégal, mais au niveau continental, en tout cas au moins dans la région Afrique de l'Ouest ou Afrique francophone. Le lancement d'un nouveau service de mesure de l'audience avec des informations sans précédent sur les habitudes de plus de 300 millions de téléspectateurs s'est fait en Afrique de l'Est, où j'ai eu le privilège d'avoir vécu et dirigé une société comme Africa Online, à l'époque leader de l'Internet en Afrique, au Kenya. Et c'est devenu la plus grande plateforme de sondage mobile en temps réel au monde et a lancé son service de mesure d'audience à Nairobi et a offert des premières cotes d'audience TV quotidiennes jamais réalisées dans plusieurs marchés africains. Ce nouveau service de Géopôle comble une lacune essentielle dans les études de marché fournissant les données d'audience TV dans le jour qui suit. Et ce, à commencer par 5 pays, à l'époque, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Autre challenge, l'économie numérique africaine et sénégalaise africaine vaudrait 712 milliards d'ici 2050. 712 milliards de dollars, c'est plus de 420 000 milliards de francs CFA. C'est 8,5% du PIB continental. Donc c'est un secteur porteur qui justifie la mise en œuvre d'initiatives pour la transformation numérique dans plusieurs pays d'Afrique. Une aubaine à saisir. Le projet du parc numérique de Diamniadio, monsieur le ministre, vous y étiez il y a quelques jours, entre parfaitement dans cette perspective. Autre secteur à enjeu, la distribution et la commercialisation des chaînes. L'Afrique, pourvoyeuse de contenu, ne peut être absente de cette activité lucrative et pour laquelle elle constitue un marché porteur. S'il est vrai que la sud-africaine MultiChoice figure parmi les principaux opérateurs, il nous faut développer nos propres plateformes et aller à l'assaut de tous les publics. Mesdames, Messieurs, le présent, l'avenir sont les industries culturelles. La culture est un élément fondamental de la vie de chaque individu et de chaque communauté. L'un des principaux buts du développement est l'épanouissement de l'homme. En lançant la décennie mondiale du développement culturel en janvier 1988, le secrétaire général des Nations Unies d'alors, Javier Pérez de Cuellar, avait fait observer que les efforts en faveur du développement avaient souvent échoué parce que de nombreux projets de développement avaient sous-estimé l'importance du facteur humain. Cet écheveau complexe de relations et de croyances, de valeurs et de motivations qui est au cœur même d'une culture.
La politique de développement culturel doit être centrée sur l'homme et enracinée dans la culture de notre peuple. C'est pourquoi la dimension humaine et culturelle doit être centrale dans les politiques publiques et imprégner tous les secteurs et se refléter dans tout projet ou programme de développement, ce qui nécessite une vision multisectorielle, des orientations stratégiques, des politiques culturelles, des médias en étant à la fois une composante et un catalyseur. En effet, la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, entrée en vigueur le 18 mars 2007, réaffirme l'importance du lien entre culture et développement. L'article 2, alinéa 5 de la Convention, en posant le principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement, vient ainsi rappeler qu'il ne peut y avoir développement économique sans développement culturel. Cela justifie la légitimité des puissances publiques à intervenir dans le champ plus spécifique des industries culturelles, à savoir un secteur qui relève pleinement de l'économie marchande ou du tourisme. Faire se rencontrer les enjeux économiques et la diversité culturelle apparaît comme essentiel pour conduire une stratégie moderne de l'action publique qui réponde au mieux aux ambitions culturelles légitimes des collectivités en cohérence avec la réalité du monde d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, il nous faut des approches nouvelles et dans cette approche nouvelle, intégrer davantage la dimension économique de la culture. Cette approche novatrice induit une politique culturelle articulée sur les objectifs d'un développement durable et humain, sur une vision de gestion de proximité émancipatrice d'un processus d'accroissement des potentialités des communautés de base, ce qui implique la déclinaison de la politique culturelle nationale en politique locale de développement culturel. Les industries culturelles qui sont les outils du secteur de l'économie de la culture permettront de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la politique culturelle par des moyens, comme par exemple le développement des pôles de branches des industries culturelles regroupant les programmes de sauvegarde des sites et monuments historiques, de sauvegarde et de valorisation des savoir-faire traditionnels, des technologies endogènes, avec le programme de développement donc, en termes d'infrastructures touristiques, ces effets multiplicateurs, les programmes d'acquisition de manuels scolaires, de matériel didactique, avec le développement de l'industrie de l'édition, le développement de l'audiovisuel, qui a un fort potentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée, avec la politique d'insertion des jeunes et d'appropriation des nouvelles technologies. Le plus grand défi que l'humanité est appelée à relever consiste à adopter de nouvelles formes de pensée, de nouveaux modes d'action, de nouveaux modes de comportement, de nouvelles manières de s'organiser en société. La mondialisation a développé un phénomène de conflit de valeurs caractérisé par la prégnance des effets d'acculturation générés par les produits véhiculés par les moyens de communication de masse, qui suppriment et redimensionnent les espaces culturels, développent une logique d'exclusion et de marginalisation de tout ce qui ne dispose pas d'outils de régulation de cette logique. Face à ce phénomène, notre pays, par une approche structurante de développement de l'industrie culturelle, peut et doit renforcer ses moyens d'accès et de présence continue dans les espaces d'expression et d'affirmation des identités culturelles, par une optimisation de nos atouts, dont un patrimoine culturel national riche et diversifié, facteur de différentiel attractif dans la créativité et les contenus de biens et services. Un fonds local de ressources humaines de qualité, garant d'une capacité d'adaptation culturelle, jeux, jouets, éditions, le tourisme, l'artisanat d'art, divers produits d'exportation et d'identification, les sports et loisirs, les traditions, le patrimoine, la diplomatie et le rayonnement international, les TIC. Ces différents secteurs à structurer en grappe d'unités de production illustrent le potentiel économique de la culture. La recherche d'interaction vise à donner plus de cohérence, à développer des économies d'échelle. La culture devient ainsi un moyen d'expression pluriel, en même temps de prise de conscience de l'appartenance à une communauté, un outil d'unification. Il s'agit d'un vaste chantier de politique et de développement culturel. L'approche sera innovante et structurée autour des objectifs d'action et des axes prioritaires, qui sont divers. L'accent sera également mis, notamment sur la création d'infrastructures et de structures pour la promotion des artistes, la formation des spécialistes dans les nouveaux métiers de la culture, le développement de pôles, de projets, de programmes intersectoriels dans une vision intégrée d'objectifs, d'outils, de moyens. Par ailleurs, il pourra être étudié la possibilité de la création, à l'instar des statuts des zones franches et des points francs, d'un domaine des industries culturelles, une action pionnière en Afrique. Le contexte de la mondialisation développe ses effets d'acculturation, générés par les produits de divertissement et de loisirs, qui impactent les attitudes comportementales des enfants surtout et des adolescents, des jeunes, confrontés à une problématique de corpus de valeurs de référence. L'UNESCO a adopté à sa 32e session en 2003 la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette convention, ratifiée par notre pays, met l'accent sur la nécessité de faire prendre conscience parmi les jeunes générations de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de la sauvegarde.
La démarche devra s'appliquer sur le système éducatif formel et évolutif par l'identification de pistes d'exploitation, de la pédagogie et de la didactique des jeux africains dans les apprentissages. Cette approche induit la production de matériel didactique spécifique à inclure dans les politiques de développement de l'édition qui se trouvent dans les pôles prioritaires en mode fast-track, M. le ministre Khalil Diallo. La préfiguration et le développement d'une industrie du jeu et des jouets est à notre portée par les médias que j'appelle de la connaissance. Cela passe par la promotion, le cadre réglementaire, l'appui aux industries culturelles, les infrastructures culturelles, l'exploitation des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, la labellisation de produits culturels, par exemple les fixés sous verre, les tapisseries, la célèbre manufacture sénégalaise des arts décoratifs, l'interaction entre la culture, le tourisme, la diplomatie, relayée par les ambassades avec des journées économiques et culturelles. La Côte d'Ivoire, par exemple, qui ambitionne de devenir un hub d'entrepreneuriat dans le domaine des industries culturelles et créatives, les ICC, en Afrique de l'Ouest, compte plus de 600 entreprises actives dans ce secteur et va former 1600 jeunes dans les métiers des ICC, en les faisant sortir de l'informel. Aujourd'hui, l'État met en place en Côte d'Ivoire des mécanismes pour les accompagner et les financer. Et les ICC apportent en Côte d'Ivoire 143 milliards de francs CFA. Sur le même registre, Newzo, une entreprise spécialisée dans l'analyse du secteur des jeux vidéo, a publié ses prédictions et estimations 2023. En 2023, le marché mondial du jeu vidéo générera 187,7 milliards de dollars, soit environ 112 000 milliards de francs CFA. Le nombre de joueurs devrait augmenter de 6%, dépensant les 3,38 milliards de personnes, tandis que le nombre de joueurs qui dépensent de l'argent pour se divertir sera en hausse, atteignant le cap de 1,5 milliard de personnes. La moitié de ces dépenses proviennent des États-Unis et de la Chine. Pourtant, le pays asiatique est l'un de ceux qui régule le plus son industrie du jeu vidéo. Le gouvernement chinois interdit à sa population d'avoir accès à certains jeux, notamment occidentaux. Les sorties sont très réglementées, il faut obtenir une licence, et les mineurs ont des temps d'antenne limités. À défaut d'un boulevard, n'est-ce pas là une piste à explorer et exploiter avec la lutte, par exemple, non seulement en Chine, mais aussi au Japon, pays du sumo, et partout ailleurs, car c'est ma conviction, les goûts de consommation en matière médiatique se forgent à défaut d'être innés. Le marché asiatique reste le plus gros du monde, avec près de 85 milliards de dollars générés loin devant celui de l'Amérique du Nord. Le marché européen est troisième avec près de 35 milliards de dollars. Le marché sud-américain est celui de l'Afrique, Moyen-Orient. Nous sommes respectivement entre 8,8 et 7,2. Mais 7,2 sur l'Afrique, c'est 4 320 milliards de francs CFA. Que captons-nous? Avec la lutte, on ne peut pas capter. Avec les tenues traditionnelles, nos régions, nos sites historiques, nos cités religieuses, nos personnalités, nos personnages, notre histoire, notre géographie, on ne peut pas créer des jeux et capter une partie de ces trucs. Je pense que c'est possible. D'ici 2026, les spécialistes estiment que les revenus générés par les jeux vidéo atteindront 200... Parce que les jeux vidéo, c'est une plateforme. Ou dans la plateforme, c'est le contenu qui est important. D'ici 2026, les spécialistes estiment que les revenus générés par le secteur du jeu vidéo atteindront 212 milliards d'euros. C'est 139 000 milliards de francs CFA pour 3,8 milliards de joueurs. Une hausse qui s'expliquerait notamment par la croissance de la région Moyen-Orient et Afrique. Elle a enregistré une hausse record du nombre de joueurs, la plus grande de l'année 2023, toutes régions confondues, avec une augmentation de 12,3% cette année, pour un total de 574 millions entre le Moyen-Orient et l'Afrique, de joueurs. De la même manière que le Nigeria, avec Nollywood, a pu se hisser en quelques années à la seconde place mondiale en matière de production audiovisuelle et cinématographique, derrière Bollywood, Inde, et devant Hollywood, États-Unis. The sky is the limit. Le ciel est la limite. Si nous y croyons et mettons en place la stratégie adéquate et les moyens minimaux nécessaires, 1% du budget national. Le grand défi médiatique, culturel, industriel et par conséquent celui des contenus. La stratégie idoine consistera à garder, élargir, attirer, fidéliser un public divers, d'homo sapiens, d'homo numericus, de plus en plus significatif, ou connecté, ou encore ceux que les anglophones appellent le in-car population, le monde automobiliste. Les dashboards, les tableaux de bord intelligents combinent le son et protègent les textes et images et cerise sur le gâteau. L'Internet devient disponible à bord. DTS AutoStage combine la diffusion radio avec l'Internet Metadata, qui est une donnée qui fournit une information sur une autre donnée. Ce n'est pas après-demain, c'est déjà aujourd'hui.
Google, en mai dernier, a introduit un certain nombre de services et nouveautés conçus pour les voitures. La vidéoconférence dans la voiture, les jeux et YouTube. TikTok se ferait également un chemin dans l'automobile avec une version mise à jour du système d'infodivertissement personnalisé du constructeur de véhicules. Volkswagen, Audi, Porsche développent ce qu'ils appellent leur propre in-car application store. Les véhicules se transforment en ce que le sociologue urbain américain Ray Oldenburg appelle the third place, home away from home, a separate place from home and workplace, one with a playful mood. Le troisième lieu, une maison loin de la maison, un endroit séparé de la maison et du lieu de travail, un endroit avec une humeur ludique. Le challenge essentiel sera donc de construire et de retenir le public le plus large possible avec des formats adaptés et évolutifs comme les productions pour la jeunesse ou les documentaires de création, les produits d'appel dignes d'intérêt et susceptibles de contribuer à l'œuvre de préservation, de reconquête de nos publics et d'attraction d'un nouveau public bien au-delà de nos frontières. Cela nécessite la convergence de plusieurs facteurs, diversification du support, élaboration de règles artistiques, etc., etc. Dans cette démarche, il est déjà important d'intégrer l'intelligence artificielle, qui s'affirme comme un nouveau moteur de développement dans la région africaine, à la fois comme puissant catalyseur de développement et une ouverture de nouvelles perspectives. Selon le rapport de l'UNESCO intitulé « L'intelligence artificielle en Afrique, progrès, défis et perspectives », il existe plus de 600 start-up liées à l'intelligence artificielle, ainsi que 470 centres de recherche et laboratoires sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les solutions basées sur l'IA sont très demandées en Afrique dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture, de l'environnement, du développement des solutions de haute technologie et du soutien au développement de l'enseignement, de la science, des infrastructures, d'une réglementation souple, de l'éthique qui permettront qualitativement à la vie des citoyens, donc de se créer un environnement favorable à la croissance de l'économie et du secteur social. Dans cette perspective, l'Union africaine de radiodiffusion envisage d'organiser une rencontre internationale sur ce thème en 2024. C'est pourquoi j'insisterai sur cette question tout à fait particulière en demandant le renforcement du contenu des capacités, tant en faisant recours au dynamisme innovant de la jeune génération, mais aussi au talent, au savoir-faire, à la sagesse de doyens, seniors et icônes ici présents, ayant des vécus quotidiens, des années d'expérience dans les médias, dans la production, dans la formation. Mesdames, Messieurs, tous ensemble, nous pouvons susciter une visibilité, un rayonnement local, international, dans une saine émulation. Tous ensemble, nous pouvons et devons privilégier l'interaction, tisser la synergie nécessaire, mettre en place des mécanismes de collaboration qui seront les fondements de ces industries culturelles que nous appelons de tous nos voeux. Nous devons, nous aussi, comme cela a été dit au sommet des BRICS par les médias, exploiter toutes les potentialités et opportunités qu'offre l'économie médiatique, avec un ancrage local et une ouverture aux diverses aires géographiques et culturelles, notamment en direction des diasporas, ces contributeurs et régulateurs nationaux exceptionnels. Nos atouts, la forte demande expresse ou l'attente en termes de divertissement et contenus originaux et pertinents, relayés à temps réel grâce au confort des technologies. L'émergence d'une classe moyenne jeune sont des éléments objectifs qui confortent la mise en place et l'exploitation d'un projet médiatique régional, mobilisateur des professionnels, des investisseurs pour la satisfaction des audiences, des annonceurs, des opérateurs économiques qui contribuent au développement du continent. L'Afrique, malgré les clichés, est au devant de la scène internationale sur plusieurs plans, sportifs, culturels, politiques, économiques, institutionnels, sanitaires. C'est donc tout naturellement, dans le cadre de cette évolution plurielle, multiforme et démocratique, que notre continent est appelé à la fois à multiplier et à diversifier ses moyens de communication d'une part et à les fédérer et à les rendre plus visibles d'autre part. Le Sénégal d'ici, de la diaspora, de ses élites et compétences à travers le monde, de ses artistes et créateurs, de ses sportifs, de sa diplomatie légendaire, de ses nombreux gorgorlous, le Sénégal du capital humain a assurément une carte maîtresse à jouer en concevant une véritable stratégie médiatique extérieure dans un partenariat public-privé innovant, fédérateur et structurant. De la même manière, les professeurs africains et sénégalais ont les ambitions, ont des talents, ont le savoir-faire et peuvent réussir ce que d'autres ont réussi par ailleurs, avec l'accompagnement décisif et pragmatique des pouvoirs publics, du secteur privé dans la paix et la concorde. La paix, oui, tout simplement parce que là où elle est absente, les médias sont les premiers à en faire les frais. C'est peut-être par atavisme que je le dis, mais j'ai commencé ma carrière il y a 41 ans comme enseignant à ce qui est devenu l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec des gens comme Ibrahima Sané. Et il faut le dire, rien ne peut justifier l'attaque contre une institution de formation panafricaine comme le CESTI, ou encore d'institutions universitaires qui sont un patrimoine national et panafricain. Ces biens, équipements et institutions comme d'autres sont notre patrimoine commun
financés par des générations de contribuables sénégalais. Dans un souci de décrispation, d'apaisement général du climat sociopolitique dans notre pays, avec ses incidences économiques immédiates et futures, je voudrais demander également au Père de la Nation de rester fidèle à son esprit d'ouverture et de dialogue, de maintenir la main tendue à tous, de privilégier son credo en l'éducation, au civisme, à la citoyenneté, d'œuvrer selon les modalités et procédures qu'il lui conviendra d'envisager pour élargir les mesures sollicitées pour nos consoeurs et confrères à ces nombreux compatriotes sous les liens de la détention. Notre société a suffisamment de ressources, de ressorts, de valeurs, de tremplins qui peuvent conduire à l'apaisement souhaité par tous et toutes, et ce, durablement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inspire davantage et lui insuffle mansuétude et magnanimité. Que Dieu, le miséricordieux, cultive en chacun de nous un esprit de discernement, de mesure, de discipline et de compassion dans la vérité et la justice. Dans un tel élan de concertation, de pardon, de réconciliation et de générosité, l'avenir du Sénégal peut et doit s'écrire en plumes lumineuses et radieuses. En nous organisant mieux, disait le président Macky Sall, nous pouvons réussir le contenu local parce que nous avons beaucoup de potentialités pour participer activement dans les activités connexes du gaz et du pétrole. C'est ma conviction que le contenu local, dans toutes ses déclinaisons, est la solution.